I will start the webinar. And we will wait 2 minutes without talking, without anything, just to let the attendees come in. Thank you very much, and I wish you a good event. Thank you. Emilia, your microphone is open. If you can start the record. Thank you. Good morning, good afternoon, ladies. Bonjour, bonjour à tous, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, selon où vous vous trouvez. Merci de nous retrouver ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des enseignants et pour travailler aussi et réfléchir autour de l'apprentissage
au long de la vie. Alors, j'accueille David Achoarena, qui est directeur justement de la section Lifelong Learning à l'UNESCO. Il est directeur également, et là, je pense à Monsieur Boren Chakroun, qui va être présent et qui est directeur pour sa part à la division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie. Je vous annonce que nous ferons ensuite un échange avec un certain nombre d'intervenants. Monsieur David Achoarena, sans plus attendre, je vous donne la parole. Bonjour à tous. La transformation de l'éducation commence par, évidemment, l'enseignant. Et c'est ce que nous allons examiner ici aujourd'hui. On va travailler, bien sûr, sur tout cet apprentissage tout au long de la vie tel qu'il se déroule. C'est l'ambition que nous nous donnons ce matin avec ce débat. Soyez tous les bienvenus. Bienvenue à ce panel sur l'apprentissage au long de la vie. Alors, quand je dis enseignant, je dirais pédagogue, c'est-à-dire les accompagnants des enfants depuis la petite enfance et les intervenants qui enseignent à différentes étapes de la formation. Alors, avant que de se lancer dans le débat, quelques informations pratiques, si vous le voulez bien. Sachez tout d'abord que nous avons l'interprétation en anglais, en français, en espagnol également. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite icône avec le globe qui va vous permettre de choisir la langue qui vous convient le mieux. N'oubliez pas non plus, et là je m'adresse aux intervenants, n'oubliez pas de parler lentement et distinctement pour faciliter l'interprétation. Alors, il y a aussi une section conversation, chat en anglais, et il y a aussi une section questions-réponses. N'hésitez pas à y avoir recours. Ceci étant posé, je me présente. Je suis David Achoarena. Je suis directeur de l'Institut pour l'enseignement tout au long de la vie. C'est un établissement qui est à Hambourg, en Allemagne. Et autant vous dire que je suis vraiment heureux de pouvoir animer ce débat de ce matin sur l'enseignement tout au long de la vie. C'est vraiment le cœur de notre activité à Hambourg, l'activité de notre institut. Et nous sommes vraiment heureux de voir avec vous aujourd'hui ce que cela veut dire, cet apprentissage tout au long de la vie pour les enseignants. On va voir quelles sont les conditions de travail des enseignants lorsqu'ils accompagnent les tout-petits, lorsqu'ils accompagnent aussi la formation de manière plus générale, y compris la formation technique. Et nous allons présenter à la fois les stratégies de professionnalisation des enseignants. Et là, on s'inspire des politiques les plus réponses, l'objectif étant d'améliorer le statut du personnel enseignant, au-delà, bien sûr, de l'éducation au sens strict. Et l'objectif de cette discussion ce matin, c'est de voir quels sont nos défis ou nos difficultés communes, quels que soient les enseignants, par rapport, par exemple, à leurs conditions de travail, et voir comment l'enseignant est envisagé en tant qu'apprenti tout au long de la vie. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir quelles sont bien les possibilités, justement, de déploiement et de renforcement également de leur formation pour transformer l'éducation. Et enfin, dernier objectif, nous verrons ensemble quelles sont les meilleures pratiques en la matière, comment modifier aussi tout cet environnement. De ce panel. Nous aurons tout d'abord une brève présentation de mon collègue Boren Chakroun, qui est le directeur de la division pour les politiques et les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO.
Nous aurons ensuite un panel d'experts qui sera modéré par Carlos Vargas, que vous venez d'entendre et qui dirige la section pour le développement des enseignants, mais également le secrétariat de la Task Force pour les enseignants, qui est logé à l'UNESCO. Et cette discussion va nous permettre d'aborder cette problématique à travers le double angle, je dirais, à la fois des enseignants et formateurs comme eux-mêmes des apprenants tout au long de la vie, mais également du rôle qu'ils peuvent avoir pour la transformation de l'enseignement et de la formation, pour faire en sorte que les apprenants soient eux-mêmes engagés dans cette dynamique et dans cet itinéraire d'apprentissage tout au long de la vie. Voilà donc le menu pour ce panel, un menu riche, divers et j'espère aussi stimulant que possible. Sans tarder, je passe la parole à mon collègue Boren Chakroun. Boren. Merci David, and good morning, good afternoon, good evening to... Bonjour à tous. Vous êtes peut-être au petit matin ou dans l'après-midi, selon où vous vous trouvez. Je regardais la conversation, je voyais que nous avons des collègues qui sont présents, nombreux d'un peu partout, et nous n'en sommes pas peu fiers. David, je crois, a déjà fait passer un message important avec lequel il faudra repartir, c'est-à-dire on parle de la dualité de ce rôle de l'enseignant, c'est-à-dire il soutient, mais comment soutient-il, lui, grâce à une formation tout au long de la vie et je voulais peut-être évoquer 5 aspects qui, de mon point de vue, sont importants à prendre en compte, à savoir que, dans un premier temps, lorsqu'on enseigne, quel que soit le niveau auquel on enseigne et quelle que soit la profession d'ailleurs, on est concerné par la discussion de ce matin. Donc, on va parler des accompagnants des tout petits, les instructeurs, les formateurs, quel que soit le niveau en fait où on dispense un enseignement, eh bien, la chose est valable. C'est-à-dire, c'est tout à fait disparate ce que recouvre le terme d'enseignant, mais les problématiques sont semblables. Deuxièmement, avec tout ce que nous avons fait cette année, notamment après la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, on a parlé de la déclaration de Marrakech aussi, qui ont insisté sur le rôle important que devrait avoir l'enseignement tout au long de la vie et le rôle de l'éducateur dans la transmission de cela. Ensuite, il y a eu le sommet Transformer l'éducation, qui lui aussi a réinsisté sur le rôle de l'enseignant dans un tel contexte, a proposé d'avoir une commission globale sur ce point. En plus, le 25-26 à Bonn, nous allons lancer cette stratégie TEVAT. Et voilà, je pense qu'on aura déjà bien commencé autour de ce sujet en commençant par les accompagnants des tout petits, des plus jeunes. Troisième aspect, l'avenir, si vous voulez, passe par considérer la profession en tant que telle, mais aussi de prendre en compte les différents espaces d'apprentissage. Et ça, c'est important aussi pour l'enseignant qui a besoin d'apprendre à différents endroits. Ça peut être dans l'établissement scolaire, donc au travail, mais ça peut être tout à fait sur le marché du travail, dans l'industrie, quand on travaille pour d'autres éducateurs. Donc, autant dire que le besoin d'apprentissage est important et en plus, si on doit faire cette formation tout au long de la vie, n'oublions pas que ça se fait dans l'univers numérique, digital. C'est dans cet espace aujourd'hui que l'enseignant peut à la fois recevoir et dispenser un enseignement. La quatrième dimension qui me semble importante, c'est que vu ces espaces d'enseignement qui sont tellement diversifiés et toutes les possibilités,
à disposition. La question, c'est de savoir comment les mettre en lien. Comment faire en sorte que l'enseignant va valoriser au mieux la formation et comment est-ce qu'il va pouvoir évaluer aussi les effets de sa formation sur ceux à qui il dispense, lui, un enseignement. Donc, je pense que c'est dans cet esprit que nous allons pouvoir travailler, sachant que le maître mot ici, c'est dialogue social. On en a parlé hier, on a dit à quel point il était important que les enseignants soient impliqués activement dans les décisions qui sont prises. Et là, le dialogue social va se décliner justement autour de la question de savoir comment l'enseignant va avoir accès à cette formation tout au long de la vie et comment ensuite elle va ruisseler sur son propre enseignement. Et là, le sujet, c'est de reconnaître qu'il y a des résultats de l'apprentissage qui sont différents selon les modes d'acquisition. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais donner comme petit menu en préalable à nos discussions. Hier, on a touché du doigt ces différentes questions, mais je pense que nous allons être amenés ce matin, avec les différents orateurs qui vont se succéder, à entrer davantage dans le cœur de ce sujet. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Carlos, puisque c'est lui qui va modérer la discussion qui suit. Merci beaucoup, Borène, pour ces remarques. Et puis, merci aussi d'avoir cadré, en fait, le contexte de ces échanges. Vous insistez sur le double rôle qui est celui de l'enseignant, qui à la fois bénéficie et dispense un enseignement tout au long de la vie. C'est effectivement ce qu'on voulait évoquer dans cette discussion de ce matin. 3 experts sont parmi nous. Ils sont experts de la question, mais également, au demeurant, ils sont enseignants et même enseignants d'enseignants. C'est, je pense, un profil particulièrement intéressant et particulièrement pertinent aussi par rapport aux échanges de ce matin. Je vous les présente brièvement avant qu'on se lance dans le débat. Nous avons donc Madame Mercedes Mayor-Lassalle, elle est présidente de l'OMEP, qui est l'Organisation mondiale pour l'éducation des tout-petits. Elle a aussi travaillé à différents niveaux, en Amérique latine, en Argentine, et elle est également enseignante en master justement de formation des enseignants des tout-petits. Et donc, nous vous remercions, Mercedes, très sincèrement de votre présence. Deuxième participant, c'est Madame Katarina Popovic. Elle est secrétaire générale de l'ICAE et elle est, au demeurant, professeure à l'Université de Belgrade. Elle va, elle aussi, évoquer avec nous les éducateurs d'adultes et la formation et l'enseignement des adultes, sans oublier bien sûr la question des besoins qui sont ceux des enseignants de ce type de public. Merci, Katharina. Et enfin, Monsieur Emmanuel Ossinem, troisième intervenant, il est directeur du centre de l'UNEVOC au Nigeria. Il coordonne donc l'UNEVOC, c'est exactement le réseau. C'est donc les centres de formation de la TVET. Il travaille donc auprès des enseignants et dans un certain nombre de domaines tels que ayant trait donc à l'éducation. Alors, première question que j'adresse à Mercedes sans plus attendre. Comment les enseignants qui travaillent auprès des plus jeunes peuvent s'appuyer sur les parents peut-être pour favoriser de meilleures chances d'éducation au sens large pour ces enfants. Vous allez nous dire aussi quels sont peut-être les défis que rencontrent ces gens qui sont au service de la petite enfance et voir comment
il est possible de, en intervenant auprès d'eux, leur assurer un bon départ dans la vie. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à participer à ce groupe. Je voulais remercier David, Carlos également. Et puis, je voulais donc en fait remercier toute l'équipe de l'UNESCO. J'ai aussi le plus grand respect pour les éducateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je suis ravie que l'on puisse ouvrir peut-être la porte de nos réflexions sur la prise en charge de millions d'enfants de petit âge. Hier, la journée a été magnifique, la journée internationale, en dépit des difficultés que nous traversons actuellement. Alors, vous me demandiez quelles étaient les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants auprès de la petite enfance. Alors, pour répondre à ça, petit tableau peut-être de la situation actuelle, les inégalités font rage, les inégalités qui concernent tout le spectre en fait de cette éducation à la petite enfance. Il y a, si vous voulez, des inégalités à la fois culturelles, politiques, économiques qui se sont creusées pendant la pandémie et que l'on observe aujourd'hui auprès de la petite enfance. Ces situations montrent l'importance du renforcement des politiques publiques, des stratégies pour protéger la petite enfance et leurs familles. C'est pour cela que les services de PPE mettent les éducateurs au centre de l'action. Ce sont des agents de protection des droits humains et en particulier du droit à l'éducation. Les inégalités se voient également dans la quantité de PPE. Comme vous le savez, de 0 à 3 ans, que très peu d'enfants ont accès à l'éducation et cela augmente encore pour les enfants de plus de 4 ans. 175 millions d'enfants ne sont pas scolarisés à cet âge. Et les enfants les plus pauvres sont 2 fois plus à risque de ne pas avoir accès à l'EPPE et la qualité de l'éducation qui leur est proposée, ainsi que la disponibilité de structures et de bâtiments, ainsi que d'enseignants, ce sont tous des difficultés qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, le financement, qui est une limite importante pour pouvoir remplir l'obligation de l'État de fournir le PPE. Cela a été évident, cette fragmentation dans différents domaines, au niveau national, au niveau des gouvernements locaux, entre les acteurs étatiques et non étatiques, entre le manque d'articulation entre les différents domaines du gouvernement en rapport avec l'éducation, par exemple la santé, la sécurité sociale, qui sont très liées à l'EPPE. Et donc, la fragmentation de l'éducation ici est très importante. En général, les enfants à l'âge de la scolarité peuvent se rendre dans l'école publique, mais en plus bas âge, ils doivent faire appel au secteur privé. Et donc, les efforts économiques fournis par les familles sont importants. Il y a une fragmentation aussi de l'information diffusée, évidemment. Il y a un grand problème en ce qui concerne l'information sur le PPE, ce qui nous amène à une absence de diagnostic efficace. Et donc, face à cette hétérogénéité, les problèmes de l'EPPE sont diffusés dans différentes structures et ont différents noms. Nous avons ici des centres qui sont chargés
d'aider les familles. Il y a d'autres centres qui fournissent donc un soin, une protection aux enfants qui n'ont pas de membres de leur famille qui peuvent s'en occuper. Et donc, il y a différentes approches pédagogiques, différents types de personnel qui y travaillent. Et ces caractéristiques, les inégalités, la fragmentation et l'hétérogénéité, c'est ce qui définit un domaine très complexe qu'il faut solutionner avec des politiques publiques efficaces. Il y a en effet également des conséquences sur les professionnels qui font face à des réalités différentes, qui ont des conditions de travail différentes et des pratiques professionnelles diverses également. En plus de ces conditions de travail difficiles, la pandémie nous a montré qu'il y avait un besoin urgent de résoudre les problèmes structurels dans les carrières des enseignants, de promouvoir une stabilité de l'emploi, un emploi décent pour cette profession, en particulier pour les éducateurs des crèches. Et beaucoup de ces crèches ont été fermées pendant la pandémie. La plupart de ces travailleurs ont perdu leur emploi. Il faut également pouvoir garantir des salaires décents, une professionnalisation avec une formation appropriée et des systèmes de soutien et des systèmes sociaux qui permettent le soutien de ces professions. Nous devons également pouvoir donner les conditions adaptées à une éducation de qualité pour la petite enfance, c'est-à-dire garantir les conditions de sécurité de base, c'est-à-dire apprendre dans des conditions sûres pour les enfants et pour les adultes qui s'en occupent, mais également des conditions d'apprentissage idéales où les enfants peuvent s'éveiller aux arts, à la découverte de toutes sortes d'apprentissages, et puis accès également à donner des biens de base comme l'eau, la nourriture, donc la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, évidemment, qui doit accompagner tous ces efforts mentionnés. Ce sont des aspects qui sont liés à la qualité et à l'accessibilité au droit à l'éducation. Deuxième question, c'est celle de la professionnalisation de la formation et du développement des enseignants de l'EPPE. Et cela dépend de l'investissement, la qualité en tout cas de l'enseignement qui va être donné à la petite enfance dépend de la formation que nous pouvons donner à nos éducateurs. Pour pouvoir enlever les obstacles à l'inclusion, mais la formation initiale n'est pas suffisante. Elle est importante pour garantir une bonne base des éducateurs et des enseignants, mais il faut pouvoir garantir également un apprentissage tout au long de la carrière pour pouvoir s'actualiser et se mettre à jour. Il y a des mesures spéciales qui doivent être prises pour former le personnel non formé et garantir qu'il y ait un suivi de la part de professionnels qualifiés de ces personnels non qualifiés, avec des stages, des parrainages. On a des systèmes de mentoring entre un professionnel plus expérimenté et un nouvel arrivé. Donc, il n'est pas suffisant simplement de mettre en œuvre ces programmes, mais de pouvoir soutenir le développement continu de ces programmes de formation et pouvoir évaluer tout l'ensemble des contextes de l'EPPE. Il y a des expériences de bonnes pratiques avec des évaluations participatives qui ont impliqué les familles, la communauté, au Brésil par exemple. Il y a quelques années,
il y a eu une évaluation participative auprès des familles et de la communauté qui a pu promouvoir des alliances avec des universités, avec des ONG, avec des centres de recherche sur le sujet des éducateurs de la petite enfance. Enfin, autre aspect à considérer, les pratiques éducatives des enseignants, ce qui est garanti par l'organisation du personnel dans les centres de petite enfance. Il est essentiel d'avoir des limites dans le nombre d'enfants qui sont pris en charge dans les centres par rapport au nombre d'éducateurs disponibles. Il est très important d'avoir ce ratio qui reste en dessous d'un certain nombre. Et puis, de pouvoir développer des connaissances pédagogiques et de guider le développement de la petite enfance pour que les enfants puissent atteindre leur développement maximal. Et il y a des recherches, bien sûr, théoriques qui sont très liées à la pratique dont il faut se saisir. Il est également très important, lorsqu'on travaille avec des petits enfants, de travailler de façon rapprochée avec les familles et la communauté. Enfin, il faut pouvoir inclure plusieurs dimensions au sein même des pratiques de l'éducation, le développement, l'apprentissage, la santé, l'hygiène, les compétences cognitives, sociales, depuis la naissance, tant dans les contextes formels qu'informels. Pour garantir la qualité de l'enseignement, il faut pouvoir générer des espaces collaboratifs de programmation et d'enseignement, que ce soit avec les éducateurs et les familles de la communauté. Le travail de tous les enseignants, ce n'est pas seulement le lien qui est créé avec l'enfant, mais aussi des considérations qui soient prises en compte et qui émanent de la famille de ces enfants et qui sont intégrées dans la pratique des enseignants. Cela veut dire donc qu'il faut établir des accords pour compléter le rôle de chacun et d'établir des liens de confiance. Il faut donc une collaboration entre les familles et les éducateurs pour donner les outils aux parents pour compléter l'éducation pour leurs enfants et les autonomiser. Cette question n'a pas encore reçu l'attention qu'elle mérite en ce qui concerne la recherche en pédagogie en petite enfance, par rapport à l'attention qui est portée à l'éducation directe sur les enfants. À d'autres niveaux, cela est le cas, mais pas ici. Et dans ce sens, en réfléchissant et en tirant les leçons de la pandémie, je crois qu'il y a des opportunités de réinventer la relation entre l'éducateur et les familles. Pendant la pandémie, de nouvelles voies de communication ont été ouvertes, de nouvelles façons de dialoguer avec les familles ont été explorées en ce qui concerne les activités, les apprentissages pour le développement des enfants, etc. Les éducateurs ont pu en savoir plus sur la famille des enfants, leur situation économique, leur accès au numérique, les conditions de l'environnement de développement de l'enfant, les besoins spécifiques, etc. Ce lien doit continuer parce qu'il a ouvert une nouvelle voie de communication qui est particulièrement intéressante pour le bien-être des enfants.
plus il y aura d'harmonie entre la famille et l'école, et le plus de sécurité, d'intérêt et de joie seront suscités auprès des enfants dans l'apprentissage des liens sociaux et du développement. Il nous faut bien sûr garantir des compétences professionnelles des éducateurs de la petite enfance, et c'est pour cela qu'il faut apprendre des éducateurs qui émanent des communautés et qui peuvent s'adapter facilement au contexte multiculturel. Et ce sont eux qui doivent guider la transformation nécessaire de l'EPPE. Et nous devons continuer à donner des opportunités d'éducation multiculturelle dans différents contextes pour participer à cet effort conjoint entre la communauté, l'État et l'État. La transformation de l'EPPE doit trouver un écosystémique guidé par le professionnalisme et le leadership des éducateurs, parce qu'il y a des connaissances. Ils ont beaucoup de connaissances, de savoir, les professionnels, mais en même temps, il faut également un engagement actif d'autres acteurs, puisque les enseignants seuls ne pourront transformer l'éducation. L'État doit garantir son rôle de garant de l'éducation et de la protection des enfants depuis la naissance, en les protégeant, eux, les enfants et leurs familles, et en particulier ceux qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables. L'État doit protéger également les enseignants en leur donnant des conditions de travail dignes, en les soutenant, les épaulant, en renforçant leur rôle d'agent des politiques publiques. Beaucoup d'éducateurs peuvent améliorer leurs pratiques grâce à la recherche et aux analyses qui ont lieu pour comprendre la complexité des différents éléments en jeu dans le développement de la petite enfance. Donc, repenser, reconcevoir le PPE, c'est un défi énorme qui doit être amplifié par des voies diverses, une construction collective, étant donné la complexité énorme de ce domaine. Il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de réponse simple, et je vais conclure, mais il y a des exemples concrets et des bonnes pratiques dans différents pays qui peuvent nous inspirer, nous aider à avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. Merci tout particulièrement d'être avec nous à l'heure puisqu'il est très tôt à Buenos Aires aujourd'hui, donc merci de vous être levé pour ça, et nous allons écouter encore vos interventions plus tard dans notre webinaire. Je crois qu'il y a différentes questions que vous avez soulevées qui sont partagées par les différents professionnels et les différents domaines dont nous parlait, la question de la diversité par exemple, et celle de la diversification des espaces d'apprentissage et des acteurs. Vous avez mentionné évidemment le rôle des parents et du lien entre éducateurs et parents. Donc ce lien entre la communauté et les établissements scolaires est particulièrement intéressant à explorer. Et puis, cela également dans le cadre du développement professionnel des enseignants. C'est également cette dynamique qui a été mise en évidence, son importance a été mise en évidence pendant la pandémie, avec également une dimension plus émotionnelle du développement de l'enfant. Merci beaucoup, Mercedes, pour cette présentation. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Katarina Popovic. Katarina, vous avez entendu la présentation de Mercedes
Et sans doute que certaines des difficultés qui ont été évoquées font écho aux vôtres, mais j'aimerais vous demander quel type de politiques publiques sont nécessaires pour l'institutionnalisation de l'éducation des adultes et pour soutenir le développement professionnel des enseignants. Peut-être que vous pouvez partager avec nous des mesures appropriées et nécessaires pour garantir le statut et les conditions de travail de la profession. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et pour me donner la parole sur l'enseignement et l'éducation des adultes. Je crois que cela est tout à fait pertinent dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie et j'aimerais parler de certaines politiques et de pratiques en commençant par répondre à votre question. Je crois qu'il faut plaidoyer pour des politiques publiques holistiques qui impliquent différents secteurs de l'éducation et cela inclut une grande variété de types d'enseignants et de modalités d'enseignement. J'aimerais partager mon écran puisque j'ai préparé une présentation. Vous voyez mon écran? Oui, merci. Donc oui, quel type de politique publique? Eh bien, je vais commencer par répondre à cette question. Les politiques qui considèrent la qualité de l'éducation sont essentielles et la qualité évidemment des enseignants et de toute la profession éducatrice. C'est évidemment au cœur du sujet. Et puis, nous allons ajouter ici une concentration sur les enseignants dans l'éducation des adultes. Il n'y a pas de recherche précise qui considère la qualité des enseignants et des éducateurs, des facilitateurs, des modérateurs, etc. Donc, il n'y a pas une seule recherche qui étudie les facteurs de motivation principaux, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés. Très souvent, on voit que si les apprenants sont motivés, c'est dû à un enseignant en particulier avec lequel le courant est bien passé. Sinon, ils abandonnent en général. Donc, pour les politiques, il nous faut des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur uniquement des formations à distance ou des formations virtuelles, des inscriptions en ligne, parce que ce système ne permet pas d'inclure tout le monde. Et donc, ce ne serait qu'un cadre vide si nous n'incluons pas également les établissements scolaires, les enfants et tous les groupes cibles comme les adultes et bien sûr les contextes d'apprentissage formels et non formels qui sont cruciaux pour toutes sortes d'apprentissage des adultes. Donc, bien sûr, il s'agit de combiner tous ces éléments. Alors, pourquoi faut-il être attentif à cette professionnalisation, aux conditions de travail également de ces enseignants? Là, je vous renvoie aux ODD, où on a dit que personne ne devait être laissé sur le chemin, sur le côté. Eh bien, dans de telles conditions, il faut penser à ceux qui sont les plus difficiles à atteindre. On peut utiliser évidemment le virtuel et le distanciel lorsque des groupes sont bien disposés à l'égard de ce type de fonctionnement. Et pourtant, ceux qui sont plus difficiles à atteindre, il faut aussi les former. Et je pense aux quelques 800 millions d'adultes qui sont illettrés, mais aussi aux autres groupes qui sont concernés, qui sont très difficiles à atteindre. L'éducation est un droit humain, la formation est un droit humain de ce point de vue auquel a droit et que peut prétendre tout le monde, y compris l'enseignant. Alors pourquoi faut-il professionnaliser cette formation, accompagnement dans la vie pour
les professeurs, eh bien, il n'y a pas d'amélioration sur le terrain et sans professionnalisation. Et pour revenir à la question de la qualité, n'oublions pas qu'on ne pourra pas recruter les meilleurs pour cette tâche qui est importante s'il n'y a pas justement cette professionnalisation qui passe par la définition de normes, normes qui concernent les manières de faire et normes qui concernent le terrain. Alors, cette éducation, cet enseignement transformatif, c'est ce que nous souhaitons. Comment peut-on s'attendre à ce qu'un enseignant transforme si lui-même n'est pas ou elle motivé, engagé, pleinement impliqué? Et pourquoi on a besoin de cette professionnalisation? Aussi pour pouvoir collecter les données. On en a parlé en amont de la préparation de cette table ronde. On s'est dit, mais les données, c'est important. Et on s'est dit, mais comment est-ce que le Covid a influencé le travail des enseignants? En revanche, tout ça, on a. En revanche, tout ce qui est relève de l'éducation non formelle, informelle, là, les données manquent cruellement. Nous n'avons pas, bien sûr, d'informations. Et si on les professionnalise, bien, ils seront dès lors impliqués et incorporés dans le système. Et donc, on aura des données. La qualité, évidemment, du personnel, eh bien, elle doit être au rendez-vous si on veut pouvoir changer, si on veut avoir une vraie transformation de fond en comble et non pas des choses de surface. Si on veut des avancées durables et si on veut pouvoir réduire le nombre d'adultes illettrés, évidemment, il faut des gens de qualité, des effectifs de qualité. On parle beaucoup des formations professionnelles, requalification, qualification fidèle, certes, mais si on a des mesures de court terme, elles n'auront pas d'effet de transformation et ça, on ne le peut que si on a des gens qualifiés. Et c'est pourquoi on sait que l'éducation à la citoyenneté, à l'égalité des genres, tous ces éléments-là qui sont très importants, mais il y aura un vrai mouvement de fond et de transformation que si ce sont des personnes professionnelles et qualifiées qui prennent en charge cette formation. Bien sûr, nous sommes conscients si vous voulez, des nuances. Nous savons qu'il y a différents types d'enseignement. La professionnalisation ne veut pas dire qu'on mélange tout, du tout. Il y a différents niveaux à respecter. Et puis, il y a tout cet enseignement en distanciel. Je veux dire que, bon, tout ce qui est digital et informatique ne peut pas remplacer un professeur, mais l'enseignant, l'enseignante doit apprendre à maîtriser ces techniques pour trouver les meilleures modalités d'enseignement, les meilleures voies pédagogiques qui vont correspondre au mieux à tel ou à tel groupe. Voilà pourquoi, encore une fois, le corps enseignant va avoir besoin d'être accompagné pour maîtriser au mieux ces nouvelles technologies. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai emprunté. Vous savez, généralement, on dit, ah oui, la professionnalisation, ça coûte cher, ça prend du temps. Oui, mais si vous voulez une éducation de qualité, vous n'aurez rien de gratuit et de rapide. Voilà, pour dire que soit on renonce à quelque chose, et j'ai bien dit que nous, on ne va pas renoncer à la qualité, donc, ou alors il faudrait réduire sur les ressources. Ce n'est pas le cas, nous ne le souhaitons pas non plus. Donc, les choses prennent leur temps. Pourquoi cette approche de professionnalisation est importante pour le statut et pour les conditions de travail des formateurs ou des enseignants, mais parce que il y a ce côté précarité qu'il faut mettre de côté. Ces gens-là vivent dans la précarité. Et s'ils deviennent des professionnels, ils vont être visibles, ils vont être incorporés dans un système, une structure, ce qui va permettre d'améliorer leur statut. En plus, ça va accompagner leur confiance en soi,
ça va renforcer leur engagement personnel. Ils pourront à leur tour répandre le message. En plus, ça donne une stabilité qui va permettre une pérennité dans leur action. Actuellement, ce sont des gens qui vont, qui viennent, il y a beaucoup de mouvements. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais après tout, une certaine stabilité ne peut nuire. Et puis, il faut aussi qu'ils comprennent comment ils vont pouvoir évoluer professionnellement. Donc, tout ceci permettrait d'avoir une approche plus structurée et plus systémique. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, en fait, une amélioration générale de la qualité de la vie qui découlerait de cette professionnalisation. Et aussi, c'est très important pour leurs conditions de travail. Pourquoi? Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent se mobiliser ensemble pour défendre leur statut, ils peuvent organiser des réseaux à différents niveaux, ils peuvent créer des instances professionnelles. Donc, pas simplement militer pour de meilleures conditions de travail, mais indirectement aussi pour une meilleure éducation de qualité, et ça va leur donner des possibilités systémiques de développement professionnel en plus, hein. Et ça va peut-être aussi les aider sur davantage de choses. Alors, je voulais, sans parler trop des choses dans le détail, mais je voudrais quand même vous parler d'un programme que nous avons développé. Il y a 4 institutions. Alors, Curriculum Global est un cadre de compétences pour les éducateurs d'adultes. C'est un programme qui existait depuis un certain nombre d'années, mais la version vraiment mondiale remonte à l'année dernière. Donc, vous avez toute une série de connaissances, de compétences qui sont relevées, dont on pense qu'il s'agit des compétences à acquérir, surtout quand on fait de l'éducation en milieu informel, hein. Donc, c'est une approche, si vous voulez, qui est transculturelle, qui est vraiment axée sur les résultats. Elle peut comprendre l'éducation à la citoyenneté, à la durabilité environnementale, à toute une série de choses. Et donc, on a des modules qui peuvent être choisis, adaptés, le cas échéant, en fonction des besoins de tel ou tel pays ou de différents groupes ciblés. Donc, l'année dernière, nous avons eu, bien sûr, une action qui a œuvré en faveur de la professionnalisation de ces enseignants, pour vous dire que nous avons aussi fait quelque chose de concret. De nombreux pays, hein, aux 4 coins du globe, ont commencé à mettre en place l'utilisation justement de ce cadre curriculum global pour les éducateurs d'adultes. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de présenter tout ceci. Merci. Merci, Katharina, pour cette présentation exhaustive qui montre à la fois les problèmes de nature politique et toutes les questions pédagogiques également. Je pense que vous avez vraiment insisté sur la nécessité de la professionnalisation des éducateurs d'adultes. Vous dites à quel point c'est important pour renforcer en fait la profession et la vie de ces personnes. Voilà. Vous expliquez effectivement ce que peut faire un processus de professionnalisation et vous disiez qu'on a aussi le sentiment d'appartenir à un groupe, à un métier et un groupe et que ça permet de développer le travail en collaboration avec d'autres praticiens. Donc, merci de cette présentation. Nous reviendrons à la question des cadres institutionnels, du développement également, bien sûr, des enseignants et de leur formation, surtout que ce n'est pas développé de la même manière dans la totalité des lieux. Merci beaucoup, donc, Katharina. Et maintenant, je me retourne vers Emmanuel, hein, et qui va nous parler de EFTP. Emmanuel, merci. S'agissant donc de l'EFTP, il y a parfois des besoins différents, c'est ce qu'expriment les enseignants, mais ils ont aussi des besoins diversifiés en matière de méthodologie. Alors, comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, utiliser
cette expertise dans le développement des programmes scolaires ou peut-être dans des innovations pédagogiques qui pourraient peut-être permettre de rafraîchir quelque peu, de transformer certaines pédagogies. Merci, Emmanuel. Je vois que vous nous rejoignez du Nigeria. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être partager avec vous les planches que j'ai préparées, les illustrations. Alors, peut-être dans un premier temps, alors nous voyons votre présentation, mais peut-être pas en plein écran, donc peut-être pourriez-vous la mettre en mode plein écran? Je vais faire le partage pour vous si vous voulez, peut-être, Monsieur Sinem. Alors, peut-être pour commencer, pourrais-je me présenter, vous dire qui je suis? Et je voulais vous dire que par rapport justement à cette FTP, je voulais expliquer comment on va peut-être cadrer ou centrer notre débat. Je travaille dans ce secteur depuis au Nigeria, donc depuis un certain nombre d'années. Et j'ai travaillé très tôt, et nous avons travaillé très tôt sur les programmes de formation des formateurs en Afrique australe et au Nigeria. En fait, les programmes qui préparent à l'EFTP, plus exactement les enseignants donc à EFTP sont là pour équiper les jeunes de capacités professionnelles, entrepreneuriales. Donc, nous travaillons dans le domaine d'un certain nombre d'éducation technique industrielle, éducation, hôtellerie, hospitalité, etc. Tous ces programmes sont proposés au niveau licence ou post-licence. Ce que nous faisons, c'est que nous examinons les approches, les stratégies qui sont proposées, l'idée étant que les élèves et les étudiants puissent être dotés de la meilleure expérience possible. Alors, pour enseigner les compétences techniques, il y a en fait un certain nombre de domaines qui sont concernés. Ça, c'est pour tout ce qui donc est l'accompagnement à l'EFTP. Donc, nous avons fait cet état des lieux. Voilà comment c'était, quel était l'état des lieux avant l'adoption de dispositions il y a quelques années, en 2015. Alors, nous savons que, notamment dans les pays en développement, au Nigeria, entre autres, nous savons qu'il y a des vrais défis, des vrais problèmes. On sait bien qu'il y a des problèmes d'efficience ou d'efficacité dans un certain nombre de secteurs d'activité et d'industrie. C'est un diagnostic que nous avons pu poser et qui nous a amenés à mieux comprendre ou à essayer de mieux comprendre quels étaient les modèles d'apprentissage fondés
sur la pratique professionnelle. Donc, nous avons défini cet espace, ce qu'on appelle, il y a notamment les School-Based Enterprises, c'est-à-dire l'entreprise, si vous voulez, qui est à proximité et en prise avec le milieu scolaire. Et effectivement, ça relève de ce qu'on appelle les entreprises dites ou les activités commerciales de la vraie vie. Nous avons donc structuré notre intervention autour d'un certain nombre de modules. Nous avons réussi à obtenir des fonds auprès de la Banque mondiale et ça nous a permis de financer des équipements qui ont permis de déployer la formation à certaines nouvelles compétences. Si vous voulez, on a déployé un programme notamment agricole. On a développé une entreprise complète dans le secteur de la pêche, ressources halieutiques, et nous avons mis en place également donc un certain nombre de compétences dans différents secteurs agricoles. Cela supposait un travail en équipe avec des formes de mentorat où on a travaillé main dans la main avec des entreprises. On a également mis en place ce type d'entreprise, par exemple, dans le secteur de l'économie du foyer et de la gestion de l'hospitalité, avec une partie boulangerie notamment, restauration. Toutes ces entreprises-là, elles sont structurées de sorte que il y a intervention au plus près de cette entreprise auprès d'un groupe qui a pu être sélectionné. On peut ainsi suivre l'échange de bout en bout, du début à la fin de l'intervention, et ça permet de s'assurer que l'apprentissage va pouvoir se faire véritablement sur le terrain, avec tout un processus d'apprentissage qui va permettre de se familiariser avec les services. Alors, quel est le rôle des enseignants? Les enseignants ont un rôle essentiel pour donner confiance aux étudiants, confiance en eux-mêmes, dans le travail qu'ils font, pour renforcer également leur compréhension, leur responsabilité, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux en tant qu'individu, en tant que groupe. Et il est très important que ces entreprises fonctionnent, par exemple, de manière harmonisée
comme par exemple le fait que les activités au sein de l'entreprise sont liées avec les cours qu'ils reçoivent, afin que les apprenants voient le lien et puissent utiliser leurs connaissances dans l'entreprise. Il y a également un processus opérationnel d'évaluation. C'est ce que les enseignants font. Ils pratiquent des analyses des tâches, du processus en entier de l'entreprise. Cette révision, cette analyse a lieu tous les 5 ans, en particulier concernant le programme scolaire, le contenu des cours, des modules. Et il y a des comités formés au niveau de la faculté, de l'université et du département. Alors, comment est-ce que ce modèle peut être comparé à d'autres modèles? Sommes-nous efficaces? Nous avons observé en suivant donc une analyse périodique qu'il était plus facile d'avoir ce modèle donc d'alternance entre l'entreprise et le cours. Parce que la plupart de ces élèves vont choisir les cours qui traitent spécifiquement de compétences ou de questions qui sont pertinentes dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, le programme est complet. Et ceux qui suivent nos cours d'informatique, par exemple, eh bien, peuvent ensuite l'appliquer dans l'entreprise. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ces formations en dehors. Et on développe également des compétences de résolution de problèmes, de travail en équipe, de leadership. Et c'est la raison pour laquelle ces apprenants sont encore scolarisés, qu'ils continuent. Cela a permis également de commencer des petits commerces pour ces diplômés, que ce soit des activités agricoles ou des réparations d'ordinateurs et d'informatique, des petites boulangeries, alors que ces apprenants sont encore à l'école. Donc, ce sont de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à eux. Merci beaucoup. Merci, professeur Ossinem, pour cette présentation qui montre bien également que la formation technique et professionnelle est particulièrement importante dans différents contextes avec la méthodologie de l'alternance, qui sont des pistes intéressantes à explorer dans d'autres domaines de l'enseignement également. Maintenant, j'aimerais me tourner vers les questions qui ont été soumises par le public. Je vais essayer de les regrouper parce que certaines touchent aux mêmes questions. Certains participants demandent comment intégrer les dimensions que ce soit donc au niveau de l'EPPE, de l'EFTP ou de l'apprentissage des adultes. Comment, par exemple, intégrer dans l'EPPE
la dimension de durabilité, de soins, protection de l'environnement, comment dès le plus jeune âge faire en sorte que les enfants prennent conscience de cela et la même chose, comment pouvoir instaurer l'élément bonheur dans tout ce qui est éducation des adultes et formation technique et professionnelle. Comment en fait enseigner pour la transformation, pour la participation, pour le développement durable depuis le plus jeune âge et également dans des contextes non formels, Katharina, et en particulier dans le FTP, Emmanuel. Donc, on va peut-être commencer ici, s'il vous plaît, Katharina. Mercedes, pardon. Oui, bien sûr, dans l'éducation des jeunes enfants, nous engageons auprès de la cible 5.7 parce que nous voulons promouvoir dès le plus jeune âge la citoyenneté verte, les droits humains, l'égalité des sexes, la culture de la paix, etc. Tous ces éléments qui sont présents dans la cible 4.7. Et j'aimerais partager l'expérience que nous avons eue à OMEP. Cela fait 14 ans que nous travaillons dans le domaine de l'éducation pour le développement durable et différents collègues de nombreux pays ont partagé leurs expériences. Au Chili, par exemple, dans une communauté d'apiculteurs, nous avons travaillé avec les enfants et les enseignants, pour les enfants, avec les parents, pardon, et les enseignants, pour que les enfants apprennent comment les abeilles vivent, l'importance des abeilles dans la nature. Et ce n'est pas seulement verdir l'éducation ou écologiser l'éducation, mais c'est également une façon de montrer d'autres éléments qui sont liés à la citoyenneté, à la nature et aux droits humains. Donc, je vous invite, parce que nous n'avons que très peu de temps pour partager ici nos expériences. Donc, je vous invite à les lire sur notre site Internet. Je vais partager dans le chat le lien. Et je vous invite également au concours qui a lieu chaque année sur justement l'éducation au développement durable dans la petite enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. J'aimerais rappeler à notre public également qu'il y aura une conférence mondiale sur la protection et l'éducation de la petite enfance en novembre à Tachkent, en Ouzbékistan. Et nous pourrons nous pencher sur ce sujet-là à cette occasion également. Mais bien sûr, comme vous le disiez, la question de la cible 4.7, comme vous l'avez dit, l'égalité des genres, la compréhension interculturelle, les droits humains, la culture de la paix, etc. Tout cela, ce sont des éléments qui sont transversaux de notre rôle d'enseignant. Oui. J'aimerais simplement rebondir sur ce que je vous ai déjà dit dans ma présentation. Je crois que c'est l'une des questions qui montre bien que les politiques publiques et l'implication individuelle des enseignants se conjuguent. Nous voyons ici que ce ne sont pas des concepts opposés, mais qui peuvent se compléter pour l'éducation des adultes. Et ça a été très clair lors de la conférence à Marrakech en juin. Alors, comment est-ce que c'est le cas? Eh bien, cette approche individuelle et la question du bonheur. Eh bien, j'ai parlé de confiance en soi, d'améliorer les connaissances et les compétences. Mais dans notre travail pratique avec les éducateurs et enseignants pour les adultes, eh bien,
aider les personnes à augmenter leurs connaissances, à améliorer leurs compétences, c'est une contribution directe au bien-être, finalement, pour utiliser un autre terme. Et la stabilité qui en découle et qui est nécessaire au bonheur, c'est également une contribution de cet élément personnel, de cet aspect personnel du travail. Et dans le même temps, au niveau des politiques publiques, les enseignants sont un élément crucial, puisque je ne vois pas d'autres objectifs dans les SDG qui seraient faisables, qui seraient atteignables sans personnel qualifié, formé pour l'éducation des adultes. Alors, je crois que tout est lié, évidemment. Les enfants, par exemple, ont besoin non seulement de bons enseignants à l'école, mais d'écoles de parents qui vont soutenir les parents, leur donner plus confiance dans leur rôle de parents, de grands-parents ou de voisins au sein de la communauté. Donc, il s'agit d'un vrai environnement d'apprentissage complet. Et c'est pour cela qu'il nous faut des professionnels formés dans le domaine de l'enseignement, de la formation des adultes, dans les domaines formels et informels. Parce que les mesures improvisées à court terme pour résoudre les problèmes conjoncturels sans penser à l'avenir, eh bien, malheureusement, c'est ignoré. Donc, les besoins des professionnels de l'éducation des adultes au niveau informel et informel. Et donc, c'est là que vraiment les politiques publiques et les enseignants, les éducateurs individuels, eh bien, se complètent pour améliorer les conditions d'enseignement. Et je crois que les synergies, les collaborations entre les secteurs de l'éducation doivent pouvoir fonctionner ensemble et non en silo. Les politiques qui touchent aux différents aspects de tous ces domaines d'éducation, c'est ce que nous recherchons. Merci beaucoup, Katharina, pour votre réflexion. Et en ce qui concerne le bonheur, cette question qui a été posée dans le chat, qui est une question plutôt philosophique, mais qui peut aussi être très pratique, très concrète, de comment finalement infuser le bonheur dans les pratiques d'enseignement. Et donc, pour revenir sur cette question, je serais contente de pouvoir partager avec vous, ou ma collègue va le mettre dans le chat, que nous allons célébrer la journée internationale contre la violence et le harcèlement scolaire en novembre, avec un séminaire international qui touchera justement au rôle des enseignants pour prévenir la violence et le harcèlement scolaire. Donc, c'est l'un des nombreux sujets qui entourent cette question de comment rendre l'enseignement une pratique plus pacifiée et plus heureuse. Merci beaucoup, Katharina. Merci beaucoup, Katharina. Oui. Maintenant, Emmanuel, vous nous avez parlé donc plus de formation technique et professionnelle. Je sais que vous travaillez dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, tous ces domaines qui sont très importants et très liés au développement durable et à l'environnement. Comment est-ce que vous favorisez la pensée critique, la responsabilisation des apprenants en ce qui concerne l'environnement, la protection de l'environnement? Merci beaucoup. Le FTP, c'est un élément essentiel du développement professionnel et de l'économie, en fait. Lorsqu'on parle de la réduction de la pauvreté, du développement, eh bien, le FTP est au centre de ces questions. Et c'est pour cela que nous avons pensé à combiner différents modèles pour répondre aux différentes problématiques d'apprentissage.
Il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. Et les questions de l'environnement, du développement durable sont intégrées dans nos programmes et nous voulons mettre l'accent sur ces questions-là. Il y a 8 ans, nous avons reçu des équipements pour la formation de compétences et on nous a demandé, en fait, ces équipements devaient être connectés aux ordinateurs. Il fallait informatiser ces équipements d'une façon ou d'une autre. Et donc, on ne prend pas à la légère l'accent de l'application d'éthique dans tous les domaines, pas seulement comme une matière d'enseignement de plus, mais ce sont des connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir opérer des machines, pour utiliser différentes techniques dans d'autres domaines qui ne touchent pas directement à l'informatique. Et puis, nous avons un cours spécifique dans le cadre de l'enseignement technique et professionnel avec une analyse continue de ce qu'il se passe dans le secteur dans lequel ils travaillent, les dimensions éthiques et également pour pouvoir adapter les apprenants aux changements rapides du monde numérique. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de projets des jeunes avec les micro-entreprises. Donc, nous cherchons à mettre l'accent sur ces aspects pour pouvoir adapter ce que nous faisons et garantir que les apprenants apprennent les compétences utiles pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette réponse. Une dernière question qui nous vient du chat et qui nous demande comment développer plus avant la profession. J'imagine que c'est le développement professionnel des enseignants qui est le sujet ici. J'aimerais vous donner 2 minutes. Tenez-vous à 2 minutes à chaque intervenant pour évoquer donc cette dimension qui a été commentée dans l'institutionnalisation des enseignants, le statut professionnel des enseignants et des éducateurs, que ce soit au niveau donc de la petite enfance, des adultes ou de l'EFTP, comment améliorer la professionnalisation de ce groupe de professionnels. Merci. Mercedes. Bien sûr que je veux que la formation aille de pair avec le bonheur. C'est nécessaire. Parce que si on veut pouvoir enseigner, il faut que l'on puisse être à la fois réaliste et optimiste. L'optimisme, l'espoir, c'est quelque chose de très important, de même que le fait de se sentir bien, heureux. Et si on veut avoir cela, et c'est ce que disait d'ailleurs Katharina, si on veut avoir ce résultat, on a besoin de décisions qui soient prises au niveau institutionnel. La démocratie, la participation de tous est nécessaire. Et comme le disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être des gens qui apprennent tout au long de la vie pour pouvoir, quand on est confronté à des difficultés, répondre comme un enfant par la curiosité, l'envie de faire. Écouter l'enfant, participer, écouter les familles, écouter les collègues aussi, ouvrir le dialogue.
ce sont, à mon avis, des vertus ou des caractéristiques à développer pour qui veut se développer à titre personnel, mais aussi si on veut pouvoir être heureux dans ce que l'on fait, dans notre métier, heureux de faire notre métier. La paix, l'absence de la violence, c'est vraiment un besoin, la construction, un besoin nécessaire pour toute construction dans notre société. Et la seule voie, c'est celle de la démocratie et de la participation. Merci beaucoup, Mercedes. Katharina, mes remarques, mes conclusions, écoutez, je pense que nous avons montré à quel point il est en fait possible d'avoir une approche systémique, structurée, y compris quand on travaille avec des enseignants en milieu informel. Or, c'est ce qu'on craint souvent, on dit « Ah, mais on ne veut pas que ça devienne trop formel. Et si on institutionnalise, on va perdre l'esprit même de cette formation. » Nous avons montré avec Curriculum Global que ce n'est pas le cas. On peut tout à fait s'adapter à des besoins spécifiques tout en stimulant les gens par cette professionnalisation et en contribuant aussi à cette politique en fait d'enseignement tout au long de la vie qui devrait couvrir aussi ces gens-là si on veut qu'il y ait un vrai suivi tout au long de la vie et pas simplement sur le papier. Nous le montrons, nous, avec notre programme, c'est quelque chose qui est possible. Alors, nous vous invitons à regarder de plus près ce que nous faisons. Mais bien sûr, Katharina, bien sûr, hein, nous invitons les participants à aller regarder de plus près Curriculum Global parce que c'est un programme qui est tout à fait intéressant si vous voulez, pour comprendre tout ce qui se fait de mieux, mais c'est aussi une vraie vitrine de ce qui peut se faire au mieux en matière donc de formation. Donc, merci beaucoup, Katharina. 1 minute, Emmanuel. Comment renforcer la professionnalisation de votre point de vue? À mon avis, le FTP a besoin en permanence que soient mises en jour les connaissances, les compétences, plus que dans d'autres secteurs de l'enseignement. Pourquoi? Parce que les choses changent vite. Malheureusement, il y a des programmes, si vous voulez, qui sont en place, mais qui ne sont pas continus, permanents. Alors, on va avoir un programme ponctuel sur telle ou telle chose en particulier, mais il n'y a pas une espèce de programme qui, au fil de l'eau, en permanence, fait que, en fait, l'enseignant va avoir en permanence une formation continue, en fait, à son métier. Ce n'est pas une excuse, hein. Parce que dans le contexte de ce que nous faisons, des ateliers quand même réguliers, des séminaires, des séminaires sont organisés. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir de l'innovation dans les groupes FTP. Ça, c'est ponctuel, mais de manière plus régulière, ce que l'on va faire en plus, en marge, bien sûr, du soutien institutionnel qu'on va avoir sous la voie de formations, de conférences, de séminaires. C'est ce qu'on fait en plus qui est une difficulté actuellement pour nous. Merci beaucoup à vous trois de votre présence et de vos échanges, hein. Si vous voulez, c'est un avant-goût. Ce débat de ce matin est une sorte d'apéritif avant un débat plus profond qui va devoir être mené ici à l'UNESCO pour accompagner en particulier l'officialisation de certains types de certains membres du corps enseignant. Alors voilà, je redonne la parole à Monsieur David Achoarena, qui est directeur de l'Institut pour
l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est lui qui va clore et clôturer cette réunion. La tâche n'est pas aisée, bien sûr, David. Je suis bien conscient de la diversité des propos et des regards qui ont été exprimés aujourd'hui. Mais enfin, David, une petite synthèse tout de même. Merci, Carlos, et merci à tous les membres de ce panel. Ça a été vraiment un débat riche. Nous avons vu d'ailleurs que la transformation de l'éducation requiert manifestement que l'on prenne en compte l'enseignement tout au long de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui a des implications aussi au niveau du corps enseignant. Disons-le et redisons-le, la transformation, elle passe et elle commence en fait par le corps enseignant. J'ai trouvé beaucoup d'analogies, en fait, d'analyses, même si on a des enseignants qui travaillent dans différents secteurs à différents niveaux. Il y a aussi en même temps des caractéristiques spécifiques, on l'a vu. Peut-être deux messages qui ressortent pour moi et qui sont importants. Un premier message entendu ce matin, eh bien, le fait que les enseignants sont des agents de la défense des droits de l'homme et de la protection des droits humains. C'est un élément à souligner, je pense, cette perspective droits humains. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui devrait en réalité guider ceux qui élaborent et adoptent certaines politiques. Il y a eu un autre élément qui me semble important, qui a été énoncé ce matin. Il s'agit du lien qui existe entre l'éducateur et la famille et la communauté, y compris les parties prenantes du marché du travail. Ce lien, cette relation est à réécrire, à réinventer, et ça devrait être au cœur, je pense, des politiques que nous allons définir. Il faut que les éducateurs deviennent des gens qui apprennent tout au fil de leur vie pour qu'ils puissent être au cœur de la transformation de l'éducation. Alors, nous avons convenu que la transformation commence par les enseignants, mais rappelons aussi tout de même que les enseignants à eux seuls ne peuvent pas, à eux tout seuls, transformer l'éducation. On a entendu des remarques sur le rôle important de l'État dans la protection des droits, dans l'élaboration également de certaines politiques, de systèmes. Là aussi, bien sûr, l'État a son rôle et en matière de formation tout au long de la vie, là aussi, il faut adopter des politiques particulières pour pouvoir mettre en place ces systèmes d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, faire des choses qui soient à la fois rapides, de qualité et bon marché, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, l'équation impossible. C'est le défi qui est lancé aux politiques et aux États membres face à, je dirais, à l'ampleur des défis de rénovation des systèmes éducatifs, mais également d'amélioration des politiques de formation des enseignants dans des contextes où, dans beaucoup de pays, l'acuité du problème est aujourd'hui la pénurie d'enseignants, d'éducateurs, et cela à tous les niveaux. Dans une large mesure, on nous a souvent présenté la technologie comme étant peut-être la réponse qui permettrait de résoudre cette équation impossible et de faire à la fois bien, c'est-à-dire d'assurer la qualité, de faire vite pour répondre aux défis qui se posent aujourd'hui à nous et dans des conditions qui soient économiquement, disons, réalistes. Alors, qu'en est-il? Je pense que le Covid-19 nous a montré un certain nombre de choses par rapport au potentiel de la technologie. D'un côté, effectivement, elle a permis d'assurer la continuité pédagogique dans une certaine mesure à tous les niveaux de l'éducation. À court terme, la qualité n'a pas forcément été au rendez-vous, mais néanmoins, on voit que maintenant, les investissements qui ont été réalisés ont permis de développer l'offre de contenu éducatif à tous les niveaux à travers
des contenus virtuels. La pédagogie a également évolué. Peut-être que la question des inégalités, en revanche, s'est présentée comme un défi majeur. La question de la sociabilisation, par contre, mérite d'être posée. Je crois qu'il faut peut-être rappeler que l'acte d'enseigner, ce n'est pas un acte isolé, et l'importance du collectif finalement des enseignants est une question qui a été soulignée encore, mise à jour à nouveau à travers cette crise du Covid-19. Donc dans les politiques de formation, d'accompagnement des enseignants, l'enseignant comme un apprenti, un apprenti finalement tout au long de la vie doit également reconnaître cette dimension collective finalement de l'apprentissage et de l'éducation. And finally, I'd like to maybe stress the fact Et that enfin, je reviendrai peut-être sur the empowerment le of fait que, teachers si vous voulez, is la responsabilisation, c'est aussi le maître mot de ces échanges de ce matin. Le corps enseignant doit être un acteur de plein droit. On a parlé de curriculum globale avec Katharina. Je crois que quelques 20 pays ont d'ores et déjà adopté ce cadre, hein. L'UL, l'UNESCO, évidemment, souhaitent accompagner et soutenir la mise en place de ce programme dans d'autres pays. Et enfin, toute dernière remarque, hein, on entendait que l'enseignement tout au long de la vie doit aller de pair avec la joie. Et effectivement, ce sentiment est à préserver, puisque pour travailler, il faut se sentir content de le faire. C'est nécessaire pour être un accompagnant ou un enseignant qui est heureux de ce qu'il fait, qui est reconnu comme tel. Je pense que c'est aussi quelque chose à retenir des débats de ce matin qui est important. Merci donc à tous qui ont participé donc à ces échanges ce matin. Merci à tous les participants qui étaient avec nous ce matin. Carlos, je vous rends la parole. Merci à vous tous, aux collègues à l'UL, merci à vos remarques. Il y avait encore quelques petits messages que nous avons trouvés dans la conversation et qui invitent à poursuivre les échanges. David parlait tout à l'heure de la question de la technologie il y a encore quelques instants. Et bien, je voulais vous dire que justement à 14 heures aujourd'hui, nous avons ce sujet à l'ordre du jour et nous allons parler justement de cela, cette transformation numérique. En quoi a-t-elle des implications sur les pratiques? Alors, pour la petite enfance, sans aucun doute, Emmanuel parlait tout à l'heure effectivement des ordinateurs qui doivent être dans la salle de classe. Katharina en a parlé également. Donc, nous y reviendrons cet après-midi. Voilà, merci beaucoup à tous les participants. Nous poursuivrons cette discussion. Merci à tous. Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, ou selon où vous vous trouvez. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye bye. Thank you.